Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Pour débuter cette émission de Culture Passion, je vais citer Emmanuel Kant qui dit « Il faut apprendre à philosopher et non pas la philosophie ». Mes invités d'aujourd'hui, Rosemarie Chevalier et Pierre Belmas, qui sont les cofondateurs de l'association Reliance en Bigorre, sont tout à fait dans cet esprit, puisque l'un des objectifs de Reliance en Bigorre est le philosopher ensemble, ailleurs et autrement. Alors, bonjour Rosemarie Chevalier, bonjour Pierre Belmas. Bonjour. Pourquoi avoir choisi ce terme de reliance qui est emprunté, je sais, à Edgar Morin ? Eh bien, le premier objectif de notre association était de créer des liens entre citoyens, donc faire en sorte que les gens se rencontrent, échangent, débattent. Ça, c'était l'objectif majeur. Effectivement, nous nous sommes appuyés sur la citation de Edgar Morin qui dit que le partage des solitudes et l'échange des différences respectées. C'est tout à fait ce qu'on souhaite mener dans le cadre de nos activités, faire que les gens se rencontrent, quel que soit leur niveau socio-culturel, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs difficultés, qu'on puisse discuter et grandir ensemble. Oui, c'est très bien. Alors, je crois que ce terme, il a été créé par un sociologue belge. C'est pas Edgar Morin qui l'a créé. Voilà, Boldebal. Voilà. Et donc, par rapport à, ça fait un peu, par rapport à ce concept, l'idée est que de dépasser simplement le relier, c'est-à-dire qu'on n'est pas là uniquement pour établir des liens entre les gens, l'action de relier, mais ça englobe la reliance, ça englobe non seulement l'action de relier, mais aussi la démarche et le résultat, et le contenu. Voilà, c'est-à-dire qu'à la fois on relie, et à la fois ces reliances produisent modestement, mais produisent de la pensée, produisent de la réflexion partagée. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené, puisque vous venez de région parisienne, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce concept ? En fait, l'activité première que nous avons menée ici à partir après la création de l'association a été donc les cafés philo. On a mis sur pied ces cafés philo dans la mesure où nous avions déjà tenté l'expérience en région parisienne, où nous avions effectivement eu la chance de bénéficier d'un animateur de renom qui était l'animateur du Café des Phares à la Bastille. Et donc avec lui, on a initié toutes ces rencontres et on s'est dit pourquoi pas, en arrivant sur Tarbes, pourquoi pas les Français. Alors, on a fait un sondage assez brief, on va dire, en rencontrant les gens, en demandant. Puis on a considéré qu'effectivement, il y avait un besoin de rencontres, d'échanges. Et donc on s'est dit, on y va, et voilà, et ça remonte à septembre 2012. Oui, parce que alors, les cafés philo, je crois que c'est Marc Sauté qui en est l'initiateur, Voilà. Qui était dans l'heure, me semble-t-il. Absolument. Voilà. C'est lui qui a initié cette idée de café philo au Café des Phares à Paris, à la Bastille. Et donc l'idée nous a vraiment séduit et on est allé assister à plusieurs rencontres au Café des Phares qui étaient absolument remarquables, qui ont un type de fonctionnement qui n'a pas été le nôtre, mais tout aussi intéressant, si ce n'est plus peut-être, j'en sais rien. À savoir que les gens qui se retrouvent au Café des Phares pour un café philo n'arrivent pas avec une thématique qui a été annoncée à l'avance. Ils arrivent et sur le fait, sur le moment, chacun exprime le désir de s'entretenir sur telle ou telle thématique, telle ou telle question, et on choisit à main levée ce qui va être débattu sur le moment. Donc personne ne prépare rien à l'avance, et c'est quelque chose qu'on n'a pas pris en compte ici, dans la mesure où on s'est dit, on va peut-être commencer autrement, peut-être que ça va sécuriser les gens de préparer peut-être un peu à l'avance.
Et donc les cafés philo ont commencé de cette manière avec une thématique annoncée à l'avance. Voilà. Justement, j'allais vous demander comment était le fonctionnement des cafés philo en Bigorre. Quels étaient les gens qui pouvaient y participer? Est-ce qu'ils doivent adhérer à votre association? Est-ce que ce sont des individuels qui arrivent, qui savent qu'il y a un café philo, qui viennent effectivement sur le lieu, puisque je crois que c'est l'étal, hein, le lieu. Et c'est un jour bien défini, avec des horaires définis aussi. Oui, voilà. Donc nous avons instauré l'idée que la rencontre se faisait avec un point de repère très précis, le premier lundi de chaque mois. D'accord. À 18h30, ça se passe effectivement à l'étal 36 qui nous a accueillis avec beaucoup de bienveillance et de chaleur au début et un peu de réticence aussi, mais bon, après ça s'est avéré être autre chose. Donc voilà, on se rencontre avec des thématiques qui sont annoncées à l'avance sur une année, on fait un agenda sur une année, et nous avons eu la chance d'avoir à nos côtés un philosophe, Francis Sylvestre, qui nous a accompagnés durant toute la durée des cafés philo jusqu'à la pandémie, jusqu'à la suspension, et qui n'a jamais fait l'objet d'une absence quelconque. Il était là tous les premiers lundis, et ce monsieur qui est un normalien avait un savoir-faire, une culture telle que il savait récupérer les interventions des uns et des autres, qu'elles aient été philosophiques ou moins philosophiques, pour les amener toujours un peu plus vers le haut, et chacun y trouvait réellement son compte, quoi. C'était un monsieur très, je dis c'était, il a décroché parce qu'il est très fatigué, il a un repos bien mérité désormais, mais c'était quelqu'un de remarquable. Et comment arrive-t-on justement à maîtriser le temps de parole de chacun, parce que ça ne doit pas être évident de pouvoir faire parler tout le monde, de peut-être d'interrompre aussi certaines interventions qui sont peut-être pas judicieuses par rapport au sujet. Alors ça aussi, c'est une forme d'apprentissage. D'abord, oser prendre la parole, ça c'est la première difficulté, c'est pas simple. Donc c'est quelque chose qui se met en place progressivement, et l'animateur accompagné d'une personne qui distribue le micro, qui fait quelques reprises, donc à deux, anime le café philo, et on s'aperçoit que progressivement, si l'animateur est dans l'écoute et le respect, progressivement les gens ont de moins en moins peur de prendre la parole. Et puis s'instaure, en fait, c'est le groupe qui crée une ambiance bienveillante, une ambiance, j'allais dire, de convivialité. On est dans un café, on boit un coup, hein. Et tout à l'heure, par rapport à votre question, il faut rappeler que c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Bon, c'est gratuit, la moindre des choses, on est dans un café, on boit un pot, hein, c'est l'aspect convivial. Donc ça aussi, c'est important à souligner. Mais il y a donc progressivement ces habitudes de se retrouver font que petit à petit le groupe lui-même se gère. C'est-à-dire que des gens qui auraient envie de prendre la parole, de faire du prosélytisme ou je ne sais quoi, sont en fait très vite repris par le groupe. Il y a une ambiance, il y a des murmures, qui font que entre l'animateur et son accompagnateur, on arrive très facilement, au bout d'un certain temps, à faire que ce soit un lieu véritablement où on prend plaisir non seulement à parler, mais à écouter les autres. Oui, parce que l'écoute, et puis aussi être l'objet aussi peut-être de critiques éventuelles, ça ne doit pas être évident. Oui, parce que l'idée, effectivement, c'est de pouvoir s'affirmer dans ce lieu ouvert à tous, et dire, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire, ou je ne porte pas le même jugement que toi, ou je voudrais rapporter des choses que tu n'as pas dites, et que, enfin, voilà, donc chacun est objet de critique dans cette affaire. Et ce qui est très important par rapport au déroulement de ces échanges, en fait, c'est les compétences de l'animateur.
Les compétences et la culture de l'animateur D'abord. qui, grâce à sa formation, son vécu philosophique, arrive à tirer systématiquement vers le haut les propos des gens et à leur donner et à les rapporter à quelque chose qui est proche de la philosophie. Donc ça aussi, comment dirais-je, ça médiatise, ça temporise et ça permet surtout de prendre du recul. Et en effet, pour animer ce genre de choses, il faut avoir une énorme culture. Et c'est cette culture, et bien sûr le respect des autres, des gens, qui fait que s'établit dans le groupe un respect mutuel. Et ça, pour nous, c'est notre grande satisfaction d'avoir créé un groupe de 100 à 150 personnes le premier lundi de chaque mois. Bon, c'est pas évident. Et en plus, ce qui s'y passait. Ah oui, 150 personnes, ça ne doit pas être évident à gérer. D'abord, pour trouver sa place, assise ou debout, c'était déjà un problème. Donc on a poussé un peu les murs et on a pu faire en sorte que notre public s'installe dans le mail central à l'étage et même sur la terrasse à l'extérieur puisqu'il y avait des haut-parleurs. Donc on a un peu adapté, enfin l'État a gentiment adapté sa technique à nos besoins et ça s'est fait tout à fait gentiment comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand on est dehors de vouloir prendre la parole alors que l'animateur est dedans, mais on y arrive, les gens se déplacent. Enfin, l'important c'est que on tente, et je crois pouvoir dire que le climat a été très bienveillant à chaque fois. Les gens viennent pas pour polémiquer, ou si, comme dit Pierre, s'ils commencent à polémiquer, Ils sont recadrés. Ils sont recadrés assez vite par le groupe, donc ça se passe assez bien, ou même par celui qui distribue la parole. Donc non, on n'a jamais eu de soucis particuliers depuis 7 ans. Et dans les abonnés, donc, enfin les abonnés, je veux dire les habitués qui viennent donc à ces cafés philo, quelles sont les caractéristiques sociales, enfin les tranches d'âge? Il y a eu, alors là pareil, sur 7 ans, il y a eu une évolution. On l'a vu, progressivement, on a vu arriver des étudiants, des lycéens, des professeurs avec des groupes d'élèves, de 4, 5, 6 élèves. On a vu un rajeunissement. On a vu aussi les bienfaits de l'éducation populaire dont on se revendique. C'est-à-dire qu'avec au départ des gens qui savaient déjà un petit peu et qui étaient intéressés par la philosophie, après on a eu des gens qui sont venus parce qu'il se passait quelque chose, parce qu'il y avait des rencontres, parce que c'était un lieu de vie. En fait, on s'est servi de la philosophie comme outil. Oui. Et on a vu, alors ce qui est important aussi, c'est de dire qu'il y a le café philo de 18h30 à 20h, et après, vous avez 20-30 personnes qui restent et qui prennent des agapes sur place. Bon, ça se continue. On a vu des gens rencontrer d'autres personnes, devenir amis, enfin tout du moins prendre un pot ensemble. Alors après les cafés philo, donc vous avez initié Tarbes en philo. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à initier Tarbes en philo? Alors Tarbes en philo, en fait, c'est la poursuite, on va dire, de la réflexion qui a été menée dans les cafés philo. Dans les cafés philo, chacun s'interroge, chacun met sa pensée en route, et on a voulu offrir au groupe à un moment une pensée qui était autre que la leur, à savoir d'un expert dans un domaine ou dans une thématique particulière. Et donc c'est ainsi qu'est né Tarbes en philo. Et donc Tarbes en philo, c'est plus dans l'écoute que dans l'échange, hein, ça n'a rien à voir. Et donc nous avons eu la chance de pouvoir accueillir ici à Tarbes des personnes de renom et qui nous ont vraiment comblés de leur savoir, de leurs compétences, de ce qu'ils étaient aussi. Donc voilà, cette manifestation est annuelle.
Voilà, pour qui? Pour tout le monde. Elle s'adresse évidemment à tous les Tarbais, qu'ils soient adhérents à Reliance en Bigorre ou pas. Voilà. Par contre, l'entrée à Tarbes en philo, effectivement, a un coût, parce qu'il nous faut aussi faire venir ces gens. Voilà, c'est une manière de faire participer les gens à la venue, enfin le public à la venue de ces personnalités. Et alors, c'est Adèle Van Ret qui est la marraine de Tarbes en philo. Donc, elle a accepté d'être la marraine. Voilà, on est très fiers de ça, Oui, parce alors. que c'est quelqu'un qui est, comme chacun sait, très très demandé. Elle est très affairée dans différentes antennes, sur différents dossiers. Et elle a accepté, elle dit: je ne vais pas en province du tout, mais pour vous, je vais le faire. Et donc, elle a accepté d'être marraine de l'événement. Donc, elle introduit la thématique, et puis surtout, elle est médiatrice dans cette affaire, où elle anime une table ronde où se rencontrent les invités et les acteurs de nos chantiers, puisque à côté des invités, on fait des chantiers interactifs la veille, qui viennent alimenter la discussion qui a lieu le jour de ce Tarbes en philo. Alors, comment sont choisies les thématiques et comment sont choisis aussi les participants? C'est en fonction des thématiques. Ouais. Voilà, d'abord on choisit la thématique. Alors la thématique, elle vient de nous, de l'équipe du comité de pilotage de Tarbes en philo. Elle est en relation avec l'actualité, avec la citoyenneté, hein, et elle est soumise à notre marraine, ce qui est normal, qui peut ajouter ce qu'elle pense devoir ajouter, nous proposer des intervenants par rapport à la thématique. Et voilà, enfin c'est chaque année, donc on renouvelle cette thématique et on travaille de la même manière. Nous avons un comité de pilotage qui réfléchit sur la thématique à choisir. Ensuite, on travaille avec Adèle Van Ret. Et enfin, on travaille avec les intervenants. Et ce qui donne cette journée, ou ces 2 jours de Tarbes en philo. Oui. Alors, donc, ça fait 2 années que Tarbes en philo n'a pas pu se tenir en raison du contexte sanitaire. Donc, c'est Frédéric Lenoir qui devait venir déjà en 2020, 2021, donc qui viendra en 2022. Et donc, quel est le thème qu'il va aborder? Sur quel thème va-t-il intervenir? Alors, donc, nos invités interviennent dans la thématique que nous avions choisie. Alors, pour Frédéric Lenoir, au départ, la thématique était « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Ça s'était annoncé en 2020. En 2021, donc, ce Tarbes en philo était donc reporté. Nous avons dit: c'est pas possible d'intervenir sur une thématique comme ça, c'était vraiment c'était pas très judicieux. Donc on a changé la thématique, et la thématique est devenue il est où le bonheur, il est où? Voilà. Donc ça, c'était en 2021. 2021, Tarbes en philo ne s'est toujours pas tenu, sa 5e édition. Donc on remet ça au 2 avril 2022, je dis bien. Et on garde la même thématique, parce que je pense qu'elle pourra être d'actualité. Et donc, chaque intervenant propose une conférence avec une thématique particulière qui s'insère, qui est adaptée à la thématique générale. Et donc, pour Frédéric Lenoir, il va faire une conférence sur le bonheur, ça s'apprend. Voilà. Donc ce sera, je le répète, le 2 avril 2022, et nous sommes très très impatients d'enfin mener à bien cette 5e édition qui aura été reportée 2 fois. 2 fois. Il sera le seul intervenant ou il y aura d'autres personnes? Ça se déroule de la manière suivante. Adèle Van Ret intervient. Et son intervention est très importante puisqu'elle interviendra la première. Elle introduit en fait le festival de philo, Tarbes en philo. Ensuite, il y a une intervention de Frédéric Lenoir. Et l'après-midi, il y a une table ronde à laquelle participe Frédéric Lenoir, table ronde qui est animée par Adèle Van Ret
et les animateurs des chantiers que nous mettons en œuvre la veille pour apporter la réflexion, j'allais dire locale, et pas la soumettre, mais la confronter avec ces philosophes médiatiques qui ont une écoute nationale. Voilà. En fait, il y a l'idée du lien entre la réflexion locale et quelque chose de plus médiatique, de plus large. Oui, c'est important. Et donc, j'espère qu'on sera sorti de la pandémie, du contexte sanitaire, et que ça pourra se tenir. Et alors ensuite, vous avez initié un troisième volet, en quelque sorte, qui s'appelle ReliArt. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ReliArt ? Alors, ReliArt, c'est tout neuf, effectivement. Nous avons décidé de faire un lien entre la philosophie et le domaine artistique. Donc, on est un peu nous-mêmes créateurs, on va dire, à notre juste niveau. Donc, on a proposé aux adhérents de Reliance en Bigorre, parce que là, ça s'adresse uniquement aux adhérents, une rencontre au Carmel. Nous avons une salle au Carmel où on travaille le dessin à partir d'un modèle vivant. Et nous travaillons en partenariat avec l'École des Arts qui se trouve au Jardin Massé. Et le partenariat consiste à faire en sorte que nos modèles soient les étudiants de l'École des Arts qui viennent pour nous. Et puis donc la salle que nous partageons avec un professeur d'art plastique de l'École des Arts au Carmel. Voilà. Donc, on considère que l'art est aussi un langage constitutif de notre humanité et que c'est bien qu'on puisse ajouter ce volet-là et qu'ainsi les gens puissent se retrouver à discuter et de philosophie et d'art, puisque le lien nous le faisons et d'autres le font aussi. Et je voulais citer une phrase de Nietzsche, à mon tour aussi, qui est notre volet fondateur de cet atelier, qui dit « L'art, rien que l'art, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité ». Voilà. Donc la vérité, c'est la philo, et l'art, c'est essayer de faire autre chose que rechercher la vérité peut-être, ou autrement surtout. Et alors, à titre personnel, pour vous, que représente la philosophie dans la société ? C'est un bel outil de médiation. Je crois que c'est un très bel outil de rencontre pour mettre en œuvre la pensée des uns des autres et donc aller plus loin. Et c'est un outil donc de distanciation. Et Dieu sait qu'on en a besoin, puisque nous sommes à une époque où en fait on est dans la pulsion, même au niveau politique. On n'est pas dans un moment où la politique et cette réflexion distanciée d'événements que l'on vit par rapport à des événements que l'on vit et une prise de décision. Je crois que la philosophie est un très bel outil pour ça. Et en plus, j'insiste lourdement, mais l'éducation populaire, c'est vraiment communiquer à tout le monde que ce n'est pas un outil privilégié et que cette distance, tout le monde peut l'avoir. Il y a un effet, il y a une volonté d'émancipation aussi derrière, d'utilisation. La philosophie, c'est émanciper sa pensée, c'est s'émanciper soi-même, c'est avoir confiance en soi. Et donc, voilà, je pense que c'est un outil fondamental, surtout en ce moment où on est dans la réponse à une pandémie, la réponse à une manif, la réponse à... Voilà, et on est dans le... On avance, mais sans aucune distance. Oui, pour vous, Rosemarie Chevalier. Je rejoins un peu ce que vient de dire Pierre. Il est vrai qu'on a choisi cet outil dans la mesure où
c'est pas un outil qui crée des polémiques. On peut parler philosophie et on peut très bien débattre en toute sérénité. Il n'y a pas d'appartenance particulière, voilà. Et puis, il y a aussi cet aspect sociologique qui fait que, comme chacun est instruit du fait que lui aussi peut donner à penser aux autres, c'est quand même une valorisation de soi qui fait un peu progresser les gens, je crois, ou au moins c'est ce qu'on tente de faire. Oui, ça peut mettre aussi, je veux dire, une certaine, comment dirais-je, disons que ça peut permettre aux gens aussi peut-être de bien conceptualiser leurs idées, enfin de mettre un cadre et peut-être effectivement d'avoir une autre approche après de... Et est-ce que vous pensez que la philosophie aussi peut mener à la spiritualité, liée à la spiritualité? Ça, Frédéric Lenoir saura mieux que nous vous en parler. Ça dépend ce que vous mettez c'est- derrière le mot spiritualité, mais C'est pas forcément, c'est pas religion, c'est pas religion. Oui, Voilà, oui, c'est pas voilà, religieux. c'est Kant Sponville qui parle de spiritualité laïque. Oui, Bon, je ne sais pas si ça tient la route, ça, mais peu importe. Enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer. En tout cas, le respect de la pensée de l'autre, je ne sais pas si c'est la spiritualité, le sens de la vie. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait oui, ici? ça c'est déjà plus Se spirituel, poser des questions comme ça. existentiel. Tout ce qui touche aussi oui, à l'écologie, tout ça, c'est proche certainement de la spiritualité et la distance que donne. Il n'y a pas de spiritualité sans distance par rapport à une certaine réalité, par rapport au vécu, il me semble. Donc c'est en ce sens-là qu'on tire vers le haut. Alors bon, ça peut mener à peut-être plus de spiritualité. Ce que je voudrais rajouter un peu sur la philosophie, c'est que quand on est amené comme ça à échanger, à discuter, à débattre, en fait, on parvient à mettre des mots sur sa propre pensée. Et le fait de mettre des mots sur sa propre pensée affine sa pensée et puis souvent révèle des choses qu'on méconnaissait soi-même. Et ça, c'est important à valoriser. Voilà, le problème du langage, chaque mot est important et il y a une chose pour désigner chacun des concepts ou des réflexions qu'on a envie de partager. Oui, ça permet de se recentrer et puis aussi de peut-être de se découvrir. Oui, il y a un aspect renarcissisation, Oui. certainement pour certaines personnes, qui est très important. On en a tous besoin de s'aimer un peu, hein. Avant Pour d'aimer les pouvoir. autres, ou en aimant les autres, ou en s'aimant soi-même grâce aux autres. Mais en tout cas, on a besoin de croire un peu en soi. Et en ce sens-là, l'argumentation, la réflexion philosophique partagée est importante. C'est peut-être aussi une démarche de tolérance qui amène à la tolérance, parce que c'est avant tout effectivement un sentiment qu'il est important de préciser et de mettre au clair au départ dans chacune de nos rencontres. Il y a le mot respect, il y a le mot tolérance, il y a le mot écoute. Et il y a le mot échange. Voilà. Donc c'est les quelques bases sur lesquelles on s'appuie pour participer soi-même à un débat. Et alors maintenant, enfin, comment voyez-vous l'avenir justement de Reliance en Bigorre? Eh bien, nous avons hâte que les choses repartent, je le répète. Donc, écoutez, l'avenir, je pense qu'il ne va pas redémarrer avant la rentrée, parce qu'il faut qu'on puisse remettre les choses en route d'une manière efficiente, et donc il nous faut un peu de temps pour ça. Et donc les cafés philo, Reliart, Tarbes en philo sont censés repartir en 2022 sous une forme ou une autre. Il y a des choses qui sont déjà arrêtées. Pour Tarbes en philo, je le disais tout à l'heure, c'est évident. Reliart, ça n'attend que l'ouverture de l'école des arts pour qu'on puisse poursuivre notre travail de dessin.
Et les cafés philo aussi, essayer d'attendre que les cafés s'ouvrent à l'intérieur et qu'on puisse continuer à se retrouver. Voilà. Et comment est effectué le financement de votre association? Alors, le financement, c'est d'abord les adhérents, même si les cafés, encore une fois, sont ouverts à tous, il n'est pas besoin de présenter sa carte d'adhérent pour participer. Mais on demande aux personnes qui le peuvent, qui le souhaitent, de nous soutenir en prenant une adhésion qui n'est autre que 20 € par an. Donc, 25, pardon, c'est vrai. 25 € par an, donc ça c'est un premier lot de financement. Et puis nous avons par ailleurs l'appui et le soutien d'institutions comme la municipalité de Tarbes qui nous soutient beaucoup, le département, la région, et nous avons des sponsors particuliers, des entrepreneurs, des autres qui entendent, qui soutiennent notre projet et qui nous aident financièrement avant tout. Et aussi le nombre d'entrées à Tarbes-en-Philo, très important. Jusqu'à présent, on a fait pratiquement les 3 dernières fois salle comble. Voilà. Et c'est vrai que la pandémie, par rapport à ça et ses conséquences, ça peut être pénalisant. Difficile pour nous. Enfin, on s'en sortira. Ouais, il faudra qu'effectivement la jauge pour Tarbes-en-Philo soit mise sur pied, quoi. On ne sait pas très bien si c'est la moitié des sièges ou le tiers. Il faut espérer quand même que l'année prochaine, ce soit une jauge normale. Ouais, parce que... On n'ose pas le dire, mais on le souhaite très fort. Bon, en tout cas, je vous remercie à tous les deux infiniment d'avoir accepté donc de parler de votre association et de ce que vous faites. Et bien, je vous dis à l'année prochaine parce que je viendrai voir Frédéric Lenoir. Merci. Très bien, merci de l'intérêt que vous nous portez. Merci à vous. Merci à vous.